Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium, ma chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Avant de démarrer, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, ont commenté, partagé, liké, regardé mes vidéos, que Shayulud vous protège. Oui, Shayulud, parce qu'aujourd'hui on va parler de Dune et d'un travail de longue haleine sur un système de jeu que j'ai écrit en plusieurs fois, à plusieurs reprises. C'est un système de jeu qui s'appelle Landsrat. C'est un jeu dans lequel j'ai essayé de placer quelques idées sorties de nulle part, parfois des idées pompées allègrement dans d'autres systèmes de jeu que j'aime bien, mais surtout c'est un univers qui va me parler, puisque ce jeu parle de mon univers de jeu et de fiction favori, qui est celui de Dune. Parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de jeu de figurines adapté et qui me plaisait bien, sauf à partir dans des jeux génériques, comme Mars Code Aurora par exemple, qui peut être vachement bien pour parler de Dune, mais encore pas tout à fait adapté à l'idée que j'en avais. Donc dans cette vidéo, je vais essayer simplement de détailler quelques concepts que je crois un peu à part dans mon travail. Et d'ailleurs à ce sujet, le lien pour les règles est dans la description. Vous allez trouver ça en dessous. Si tu veux en savoir plus sur Dune, c'est pas très compliqué. Il y a des dizaines de romans, dont les deux premiers écrits par Frank Herbert dans les années 60. Il y a eu deux films, dont un qui est très récent, qui doit dater de 2022, et le premier de 1984 de David Lynch. Il y a une série en 7 épisodes qu'on peut probablement trouver sur Internet. Je vais mettre un lien probablement en bas là sur la version indie du film de 84, qui est un grand moment de délire à voir absolument. Et puis il y a toute une littérature annexe, c'est bourré et bourré, bourré de pages de texte autour de Dune. Donc je ne vais pas résumer ça ici. Alors Dune, de mon côté, côté Landsrat, c'est un jeu d'escarmouche en 28-32 qui va jouer sur une table de 60 cm de côté, on n'est pas perdu. Nous sommes en l'an 9770, 300 ans avant le règne de l'empereur Padisha Shaddam Corrino IV. Les règles du Khanli et de la Vendetta sont respectées par les maisons du Landsrat qui se livrent une guerre sans merci pour le pouvoir, la richesse, l'honneur et l'épice. Et au milieu de tout ça, les joueurs essaient de se démerder pour rapporter un maximum d'épices, d'honneur et de pouvoir pour leur maison. L'univers de Dune, comme je le disais pendant l'intro, il est vaste, très 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 vaste. Il incorpore un certain nombre de grandes spécificités qui ont clairement guidé la création du jeu. L'intérêt de partir sur un univers comme celui de Dune, c'est justement d'avoir un carcan très fort et pas de pouvoir faire n'importe quoi. C'est de respecter l'univers. Donc bon, déjà hors de l'univers, j'avais envie de créer un jeu d'escarmouche, hein, et je trouvais que l'idée collait bien à Dune, c'est ce qui me manquait. Mais il fallait encore réussir à caser ces éléments spécifiques de l'univers dans le jeu. Dans Dune, l'univers connu est dirigé par un empereur quasiment tout-puissant qui dirige l'Imperium, lui-même composé de maisons nobles qui régissent leur planète de manière un peu autonome, quasiment autonome, à la façon d'un univers bien féodal, hein. On est sur l'univers de gros cons. Et pour accentuer ce côté féodal, dans Dune, il n'y a aucun ordinateur ou machine pensante. Elles ont été supprimées 10 000 ans plus tôt. En tout cas, dans la période qui m'intéresse, il y en a pas. À ce sujet, donc, j'ai choisi d'orienter mon jeu sur une période bien spécifique qui précède d'assez loin la naissance du père, voire du grand-père du héros du livre, Paul Atreides. C'est-à-dire que c'est assez loin dans le passé pour qu'aucun personnage connu ne vienne foutre le bordel dans le jeu, ou éventuellement on peut commencer à parler de certains mantas comme du Firawat, qui va apparaître probablement dans ces années-là, mais il n'est pas encore assez reconnu pour en faire quelque chose de spécifique. Mais du coup, l'histoire racontée dans le roman ne sera pas un obstacle au jeu, ni à la création d'une table, d'une règle ou de quelque chose, puisqu'on est dans un univers véritablement, dans un carcan, duquel il est très difficile de sortir, et donc avec des règles bien précises et un univers déjà bien fixé. Donc les parties peuvent se dérouler dans cet univers suffisamment stable, et puis donc on n'aura pas ces héros qui vont sortir de nulle part et qui vont casser le jeu. Avoir un Paul Atreides qui sait d'avance qu'il mourra pas ce jour-là, ça manque peut-être un peu d'intérêt pour un jeu de figurines. Ensuite, dans Dune, il y a des technologies qui ont un impact significatif sur le déroulé des événements. J'en ai trois en tête comme ça, le poison, l'épice et les boucliers de combat. J'ai essayé de les intégrer dans le jeu, évidemment, et je vais détailler un peu plus sur les boucliers de combat dans la partie suivante. En termes de concept de jeu, je voulais un jeu d'escarmouche. Donc on part entre 6 et 8-10 figurines maximum par camp, sur une table de 60-60, comme je le disais, que je trouve mieux garnie de pas mal d'éléments de décor. On n'est pas obligé de jouer sur Arrakis, planète désertique, on peut aller n'importe où. C'est l'intérêt d'un univers de science-fiction. On peut jouer dans la neige, on peut jouer dans une ville, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur 60 cm sur 60, on a un peu de marge.
Et donc le système de jeu va être orienté mission. C'est-à-dire que clairement, quand j'ai commencé à réfléchir à ce système de jeu, j'étais un gros joueur d'Eden, et c'était un peu ça qui me guidait, en fait, ce système de cartes de mission qui te donne une direction à chaque partie. Là, en fait, au début de la partie, chaque joueur va choisir un certain nombre de missions parmi un tas relativement réduit, et il va sélectionner celles qui lui rapporteront le plus. Il va donner un ordre en fait de priorité à ces missions. Par exemple, la première mission prioritaire va être de traverser la table, puis la deuxième de tuer un personnage important, puis la troisième, etc., etc. Et en fonction de la réussite ou non des missions, on va porter plus ou moins de points, voire même avoir des points négatifs si on a un échec. Tout ça, c'est détaillé hein, dans le livret de règles que vous trouverez en description. Il y a trois choses que je voulais impérativement intégrer dans le jeu. Un système de mouvement qui soit différent de ce qu'on trouve habituellement, je dirais plus réaliste, mais je suis même pas sûr que ce soit le cas. Je voulais aussi un système de combat qui fait la part belle au bluff, qui intègre les spécificités de cet univers avec beaucoup d'escrime et de coups de maître, et un système d'activation et de blessure qui me parle. En ce qui concerne le mouvement, j'ai un petit souci en fait avec nos échelles de jeu habituelles, c'est-à-dire qu'avec une figurine en 28, sur une table de jeu d'1 m 20 sur 1 m 20, une figurine va se déplacer à la vitesse d'une tortue paralytique, c'est-à-dire que sur un jeu comme Warhammer 40 000, un Space Marine n'avance pas en fait, parce qu'il parcourt la largeur d'une grosse rue parisienne en presque 4, 5, 6 tours, y compris en courant, et bon, j'ai l'impression que ça devait aller un peu plus vite que ça. Sur des jeux d'escarmouche, ça se voit parfois un peu moins. Je pense à Briscar ou Carnage où les figurines peuvent aller très vite. Mais moi, je me disais, il faut respecter l'échelle. Et donc, sur une échelle où on a 60 cm de côté, ça correspond à quelle distance dans la réalité? Et cette distance, je la parcours moi, pauvre petit parisien tout faible, en combien de temps? Et donc, j'en arrive à ce système de jeu où dans Landsrat, lors d'une action de déplacement, une figurine se déplace en ligne droite et s'arrête quand elle veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance de déplacement, c'est juste que tu t'arrêtes quand il y a un obstacle. Mais tu vas tout droit, entre-temps. Tu tournes pas, tu vas vraiment tout droit. Si tu veux tourner, c'est une autre action de mouvement. Donc quand il y a un mur, la figurine fait un détour, donc ça lui prend X mouvements, c'est beaucoup plus long, donc ça peut prendre X activation aussi, en fonction de ce que fait la figurine. Et donc, oui, dans ce système, une figurine peut traverser la table de jeu en un tour. Ce qui l'en empêche, ça va être les obstacles, les décors que vont choisir les joueurs en tout début de partie. Alors, c'est un gros parti pris par rapport au jeu de figurines habituel, hein. J'ai l'impression que ça fonctionne. Mais j'aimerais bien avoir des retours sur ce sujet, parce que c'est un parti pris quand même assez particulier. Pour les combats, je voulais un système qui soit clairement un système d'affrontement avec des choix secrets, comme celui qu'on avait dans Confrontation en V1, pour les plus vieux d'entre nous. Sauf que pour Landsrat, ça a évolué avec deux choses. D'abord, à Confrontation, l'affrontement était beaucoup trop lent. Il fallait quelque chose de plus moderne, plus rapide, plus sympa, plus convivial. Et c'est là qu'est arrivé mon petit jeu préféré du moment, Moonstone, dont j'ai déjà parlé plein de fois, plein de fois et plein de fois. Dans le système de Moonstone, il y a un système de cartes qui est hyper bien pensé et que j'ai honteusement plagié, hein, il n'y a pas d'autre mot, où je lui ai rendu hommage, ouais, je l'ai plagié. Et donc chaque joueur va dans Dune choisir une carte de combat parmi un certain nombre de cartes mises à sa disposition en fonction de la carac de combat de la figurine, et on applique les effets en comparant les effets des deux cartes. Voilà, comme dans Moonstone, il joue un estoc, je joue une feinte, bref. Et on a des résultats immédiats, c'est lisible et ça va vite. Justement, c'est rapide, c'est souple, c'est simple, et je pense que ça représente bien une passe d'armes en fait, telle qu'on peut l'imaginer dans un univers d'escrimeurs de talent. Ensuite, pour finir sur le combat, dans Dune, il y a une technologie qui change complètement la donne. C'est-à-dire qu'il y a les boucliers de combat. Les boucliers de combat arrêtent complètement les attaques trop rapides. Typiquement, une attaque par balle ou un coup d'épée trop rapide ne passera pas parce qu'il y a le bouclier de combat. C'est super bien rendu dans le film de Villeneuve d'ailleurs. J'adore l'effet qu'ils ont donné au bouclier. Et donc à notre échelle de jeu, ça complique vachement, parce qu'il faut trouver un système dans lequel le combat a quand même de l'intérêt, mais dans lequel le bouclier existe, parce que justement j'ai cette contrainte de l'univers. Donc j'ai essayé de trouver un système dans lequel effectivement les armes de tir sont très peu influentes, hein, puisque de toute façon il y a les boucliers, bien que dans certaines situations les armes de tir auront de l'intérêt, donc on va être beaucoup au corps à corps, et il va falloir trouver des astuces pour faire tomber le bouclier adverse en utilisant justement les règles spéciales des différentes figurines, des coups spéciaux et des sortes de coups fatals pour essayer de passer la défense du bouclier, qui est relativement difficile. L'autre point que je voulais aborder ici, c'était la gestion des activations, de la fatigue et des blessures.
parce que dans Landsrat, tout ça, ça va ensemble. Dans ce jeu, un joueur active la figurine de son choix quand c'est son tour. C'est-à-dire qu'il choisit une figurine, il lui donne un jeton fatigue, la figurine s'active, et à la fin de son activation, toutes les autres figurines de son camp retirent un jeton de fatigue. La figurine qui s'active, si elle avait déjà un jeton fatigue au début du tour, va avoir un malus parce qu'elle sera essoufflée pendant son activation. Par conséquent, une figurine va pouvoir s'activer plusieurs fois à la suite, un peu comme à Infinity, tant que le joueur est bien conscient que sa figurine va finir par s'épuiser à long terme, ou en tout cas être suffisamment fatiguée pour plus pouvoir faire grand-chose. D'autre part, il y a la question de la gestion des blessures, qui est parfois un peu simpliste dans nos jeux. Alors, faut bien trouver une solution pour que les jeux ne durent pas 3 heures. Donc souvent, on a des jeux dans lesquels une figurine a X points de santé, alors parfois avec des petites particularités, hein, mais globalement elle va perdre ses points de santé au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle tombe, puis avec parfois des états intermédiaires, elle passe blessée, elle passe très blessée, etc. Mais on ne tient jamais vraiment compte de la nature des blessures. Dans ce système de jeu que j'ai honteusement repiqué là un jeu de rôle, clairement c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, une figurine va pouvoir subir des blessures légères, des blessures graves ou éventuellement une blessure mortelle, mais c'est pas le cumul de blessures légères qui va la tuer. C'est pas 5 fois une blessure qui va tuer la figurine. Par contre, une seule attaque va pouvoir la tuer. En gros, les blessures légères, ça va représenter toutes les attaques qui nécessitent des soins, mais pas forcément des soins très urgents ou très importants. On se foule la cheville, on a un gros hématome, on est sonné, on a besoin d'un bisou magique, voilà, c'est une blessure légère. La figurine est gênée, elle a un malus, mais elle reste en jeu, elle est là. Avec une blessure grave, ça va représenter un coup qui nécessite l'intervention d'un chirurgien ou des soins assez sérieux. On se fait arracher le bras, on se prend un tir de flashball dans l'œil, ce sont des blessures graves. Dans ce cas-là, la figurine est sévèrement gênée, elle perd des caracs, elle risque de prendre cher si on les attaque à nouveau, mais globalement, elle peut encore faire des trucs, c'est pas parce qu'elle a un bras en moins qu'elle est morte. Techniquement, le mec motivé, on est en train de parler de guerrier du futur, hein, moi je fais pas ça, hein, mais le mec motivé, il perd un bras, il continue à se battre, si sa vie est en danger, tout ça, et c'est même vachement héroïque. Mais c'est pas mon style. Et puis enfin, il y a la blessure mortelle. Là, c'est assez simple, bah, la figurine est retirée du jeu, parce qu'elle est morte sur le coup, ou il faut des soins médicaux urgents, ou elle est dans le coma, enfin bref, impossible de continuer à se battre dans ces conditions. Et dans ce cas-là, ouais, une figurine dévorée par un ver des sables, tiens, je suis en train d'y penser, dans ce cas-là, le type est plus là, on le retire du jeu. Et donc dans Landsrat, ce système de blessure va dépendre de la puissance de l'attaque et de l'endurance de la cible. Si la puissance de l'attaque est supérieure à l'endurance de la cible, c'est une blessure légère, c'est-à-dire ce petit coup sur l'épaule qui lui déboîte l'épaule, ou un gros torticolis, ou je ne sais quoi, c'est la blessure légère. Si la puissance de l'attaque est supérieure de 2 points à l'endurance, c'est une blessure grave, donc voilà, ça commence à handicaper sérieusement, mais la figurine est toujours debout, et elle peut en subir 5-6 des blessures graves, tant qu'elle subit que des blessures graves, ça va. Et si la puissance est supérieure de 4 points à l'endurance, c'est une blessure mortelle. Et là, des blessures mortelles, on peut en subir qu'une, vu que par principe, elles sont mortelles. Dans ce jeu, on va avoir clairement la possibilité de jouer soit une maison qu'on va créer de toutes pièces, soit une des grandes factions de l'univers du jeu. Alors, l'idée de créer sa maison, c'était en fait la première idée de départ. Je me suis dit, tiens, il faut un truc où je peux faire ce que je veux et délirer complètement tant que je reste dans le cadre de l'univers. Et donc, ce sont les premières règles que j'ai créées finalement pour le jeu, que j'ai essayé de faire caler à la suite comme je le pouvais. Les règles sont assez longues hein, sur la création de maison parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour pouvoir créer la faction de toutes pièces et pouvoir ensuite la jouer en essayant de rester un petit peu équilibré. Par conséquent, je propose un système beaucoup plus simple qui est un système dans lequel on pioche des factions qu'on va qualifier de factions de base, qui sont en fait les factions historiques du jeu, celles qu'on va retrouver dans les romans, dans la série, dans les films, à savoir évidemment la maison Atréide, même si Paul n'est pas encore né, il y a quand même 2-3 combattants qui savent probablement faire 2-3 trucs chez les Atréides. On va retrouver la maison Harkonnen, pour les mêmes raisons, la maison Corino, qui est la maison de l'empereur, le Bene Gesserit, qui sont les miss qui cassent les couilles de tout le monde, la guilde évidemment, ainsi que le Bene Clélax. Mais toujours avec la possibilité de créer sa propre maison, hein. On peut très bien avoir un affrontement entre les deux types de factions. Disons qu'on paye un surcoût pour payer les factions historiques parce que leurs règles sont quand même vachement plus balèzes. C'est pas pour rien que c'est des héros. En particulier les Sardaukar de la maison Corino et les filles du Bene Gesserit.
Vous allez trouver ça de toute façon dans le livre de règles qui est en téléchargement ici, si je me suis pas planté dans le Google Drive, le copier-coller et autres conneries que je maîtrise pas. Vous allez trouver aussi des cartes de mission, évidemment, il y en aura besoin de un jeu de cartes de mission par joueur, des cartes de factions potentielles, des cartes de combattants, je recommande d'en avoir un jeu par joueur là aussi. Vous allez trouver ensuite une annexe sur les armes et les équipements de base qu'on trouve dans le livret de règles, mais que je pourrais peut-être mettre à côté. J'ai pas encore vraiment décidé cette partie-là, puisque ça va permettre de choisir toutes les armes et d'avoir en un seul coup d'œil la totalité des armes disponibles, puisque les figurines sont fournies de base si j'ose dire. Chaque combattant a une arme de base, mais il est possible de lui en donner une nouvelle si on trouve que une épée et un pistolet c'est pas assez pour ce jeu, donc on va pouvoir améliorer ça. Évidemment, sur les cartes de figurines, on va savoir si une figurine porte de l'épice, si elle en a pas, si elle a un bouclier, si elle en a pas, enfin on va trouver tout ce qui colle à l'univers. La possibilité évidemment de jouer sur Arrakis, même si les Fremen ont moins d'importance. Tiens, j'ai oublié de parler des Fremen plutôt, on peut jouer les Fremen. Mais les Fremen ont moins d'importance que dans la suite des romans, forcément, puisque à l'époque ils étaient encore très méconnus, mais ils existent. On va trouver aussi une courte annexe, si j'ose dire, sur un système de combat en multijoueur, ainsi qu'un système de création d'environnement. Mais c'est une règle un peu plus anecdotique, je trouve. Ça rajoute peut-être un peu de complexité pour peut-être pas grand-chose, mais ça peut être intéressant à tester. En conclusion, bah déjà, je t'encourage encore une fois à télécharger ces règles-là, à les tester, à aller voir un peu ce que ça donne, peut-être même à les repomper pour les mettre dans un système perso si ça t'amuse. Après tout, je n'ai pas de copyright, je suis pas comme ça, je m'en fous. J'ai pas écrit ce jeu pour me faire de l'argent, c'est un système amateur, c'est fait pour m'amuser, parce que ça m'amuse clairement de créer ce petit système de jeu d'escarmouche, ça m'a même beaucoup plu de le faire, ça m'a bien occupé. Comme c'est un système amateur, évidemment, il n'y a pas eu l'occasion de faire beaucoup de tests, hein. J'ai fait quelques tests vite fait, mais je suis pas allé vraiment au bout du processus. Encore une fois, le but c'est pas de le vendre, c'est vraiment de m'en amuser, et s'il y a des gens qui ont envie de jouer, bah, je suis partant quand vous voulez, quand vous pouvez. Évidemment, tous les retours sont les bienvenus. N'hésitez pas à imprimer le jeu si vous avez envie de l'essayer. Si vous n'avez pas envie de l'essayer, l'imprimez pas, c'est con, on n'a qu'une seule planète. Je voulais remercier spécifiquement Browan pour le super boulot qu'il a fait pour l'impression des figurines en 3D. Il m'a sorti des super modèles, enfin elles sont à craquer les figurines, et bah, j'ai craqué. Je lui ai pris toute la collecte et vraiment j'adore. Donc merci Browan, super taf, j'ai tout peint hyper vite comme je te l'ai montré et je me suis régalé. Je voulais remercier aussi Arnaud, mon collègue, qui m'a aidé à la mise en forme du document et qui m'a montré comment utiliser l'outil avec du mal, parce que c'est vraiment pas mon boulot de faire ce genre de document. Autant la rédaction, il n'y a pas de problème, je fais pas trop de fautes, mais faire de la mise en page, ça a été un cauchemar. Donc merci Arnaud. Merci un peu moins spécifique pour le coup à Dr. D, Bounit, Minus et toute l'équipe MCA, Grégoric, qui sont des bons exemples à suivre, je trouve, des gens qui sont motivants. Je pense en particulier à la vidéo sur pourquoi créer son jeu qu'ils ont tourné ensemble, qui donne envie de créer des trucs un peu improbables, des trucs perso, des trucs qui sortent de l'ordinaire, des trucs qu'on n'ira pas voir dans les boutiques. Et je trouve ça cool, donc voilà, vous faites du super taf, et c'est cool, continuez comme ça, moi ça me plaît. Merci évidemment à l'univers de Dune, mais bon, l'auteur est mort, donc je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais en tout cas ça me fait rêver depuis 30 ans, donc j'espère continuer pendant encore longtemps. Dans une prochaine vidéo, on va parler de Carnage probablement, parce que j'ai une partie vendredi, et donc d'ici là, porte-toi bien et dépense de l'épice, plein, plein d'épices.